Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour la suite de votre cours physique-chimie au niveau seconde. On a vu la dernière fois du coup la première partie du chapitre 8, vision et image, et cette fois-ci, on va terminer le chapitre qu'on a commencé. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, bien sûr je vous y renvoie, allez-y, sinon vous ne comprendrez rien à la suite. On passe du coup tout de suite au contenu qu'on avait fait la dernière fois. Donc on s'est arrêté sur ce schéma en fait, que j'ai repris de mon cahier, ce qui était très joli, j'ai pas trouvé mieux sur internet. Comme quoi, on se réinvente pas. Hein. Trêve de jetage de fleurs. Du coup, on passe à la suite. J'espère que ça, c'est bien compris parce qu'on n'y reviendra pas. Les exercices, du coup, je choisis de pas les corriger aujourd'hui. On va les corriger, du coup, la prochaine fois. Je vous en donne d'autres afin d'enquiller dessus. C'est vraiment pas du tout les mêmes notions, finalement. Donc, du coup, ça vous donnera plus de temps pour chercher les exos sur la loi de Descartes que je rappelle, du coup, ici. Allez. A la suite de ça, du coup, dans le cours, vous marquez grand 3, lentille et image. Alors déjà, c'est quoi une lentille? Une lentille, en fait, c'est un objet transparent, généralement qui est fabriqué en verre, et cet objet, en fait, il est capable de réfracter la lumière. Ça veut dire que la lumière, elle peut se propager à l'intérieur, mais vu que vous avez une interface, en fait, juste avant la lentille, vous avez de l'air, juste après, vous avez du verre à l'intérieur. Donc quand vous avez la première partie de la lentille, si vous voulez, la lumière va du coup se réfracter, changer de direction une première fois. En s'incorporant dans la lentille, en fait la lumière va changer de milieu, d'air à vert, et lors de ce changement de milieu, du coup, la lentille va forcer la lumière à se dévier. Et quand la lumière va ressortir encore une fois de la lentille, et la déviation va encore une fois se produire. Et donc du coup, la lumière est bien réfractée par la lentille. On va parler par contre de lentilles minces, et c'est très important parce qu'on ne manipulera que des lentilles minces quand son diamètre est très grand devant son épaisseur. Alors je n'ai pas sous la main des cas de lentilles, mais en gros, quand vous avez une petite lentille, vous avez une légère courbure. Pour ceux qui ont des lunettes, vous en avez une devant chaque œil. La lentille, en fait, c'est comme des verres de lunettes, pour ceux qui n'en ont pas. En gros, vous savez que c'est un tout petit peu courbé, mais si vous continuez le cercle de la lentille, en fait, pour faire le cercle, si vous continuez du coup la courbure de la lentille pour faire le cercle en entier, en fait, le diamètre, il est méga grand, en fait, devant la faible épaisseur du verre de lunettes ou devant la lentille. Ça, c'est pour ce qu'on appelle une lentille mince. Ensuite, parmi les lentilles minces, on a deux types. On a celles qui sont convergentes et celles qui sont divergentes. Les divergentes ne sont pas au programme, donc je n'en parlerai pas. Pour ceux qui prendront l'aspect, on en parlera peut-être, si on finit tout dans les temps. Une lentille mince qu'on appelle convergente, c'est une lentille, en gros, pour la reconnaître, qui a les bords en fait plus fins que le centre. Donc si vous voulez dessiner une lentille, en fait, ce serait un petit peu comme la forme qu'a la pupille de votre chat quand il n'est pas trop excité. Ok? Ou quand il y a beaucoup de lumière. Soit pas le cas de mon chat actuellement. On la schématise par une double flèche verticale. Et donc du coup, une double flèche verticale, ça fait quoi? Si vous faites une double flèche en fait verticale, si vous reliez en fait les bords des branches des flèches, en fait ça vous donne exactement, si vous l'arrondissez en même temps, ça vous donne exactement la forme en fait qu'a une lentille mince convergente. Donc du coup les bords plus fins que le centre du coup plus épais que les bords, ça c'est tout à fait logique. Diapo du coup suivante. Une lentille mince convergente, elle va présenter un axe de symétrie qui passe, elle présente deux axes de symétrie, mais on va du coup on va du coup s'intéresser à celui qui est horizontal, hein, ok? Celui qui passe par le centre O horizontalement. Et ce centre O, en fait, ce centre de la lentille, on appelle ça le centre optique. Cette lentille a la capacité, en fait, vu qu'elle est convergente, a la capacité de faire converger, de focaliser, en fait, tous les rayons en un seul point. Et ce point, en fait, il est très spécifique, il se nomme F', et on appelle ça le foyer image. La distance qui sépare O de F', la distance du coup OF', hein, qu'on appelle en maths, c'est appelé la distance focale. C'est très important ça dans tout ce qui concerne la photographie, ou tout ce qui concerne aussi l'ophtalmologie.
Mais du coup, pour ceux qui sont en spé cinéma, c'est super important aussi pour les caméras. Hein. Par symétrie, par rapport à O, on trouve F. Donc si vous prenez votre axe du coup de symétrie de la lentille horizontale, qu'on appelle aussi l'axe optique, ok, bah vous avez O, vous avez à une distance focale F', bah si vous prenez le symétrique de F' par rapport à O, vous trouvez un autre point qui s'appelle F, et lui on l'appelle du coup le foyer objet. Du coup, F' c'est le symétrique de F par rapport à O. Dit comme ça, je conçois que ce soit totalement imbuvable pour vous à la maison. Du coup, on va faire un schéma juste en dessous. Je rappelle les différentes lettres qu'on a posées. O, centre optique de la lentille, F', le foyer image, F, le foyer objet, et OF', pardon, la distance focale. Voilà. Alors, sur mon schéma, j'ai placé du coup ma double flèche verticale, ok, qui représente ma lentille mince convergente. Et au centre de celle-ci, du coup, j'ai mis mon centre optique que j'ai appelé O, ok. Ce centre optique que j'ai appelé O, je vais du coup donner une distance arbitraire. Ça, c'est pas grave pour votre schéma. Moi, je l'ai mis à 5 carreaux. Ça rentre assez bien du coup sur ma feuille. À 5 carreaux à droite, du coup. Donc, plus loin que la lentille, je vous rappelle que, enfin je l'ai pas dit, mais en fait, le sens de la lumière en optique, c'est toujours de la gauche vers la droite sur les schémas. Ça, retenez-le bien. Donc du coup, tout ce qui est à droite de la lentille, c'est après la lentille. C'est une fois que la lumière est sortie de la lentille. Donc, si je mets F' à 5 carreaux après O, donc à 5 carreaux après O, je place F', et cette distance OF' de 5 carreaux, c'est ce qu'on appelle la focale de ma lentille, la distance focale du coup OF'. Elle est de 5 carreaux. Pour terminer, du coup, si je veux placer F, le symétrique de F' par rapport à O, ben c'est le point qui est sur ce même axe optique, sur cette même ligne horizontale qui passe par le centre optique, mais qui est du coup 5 carreaux avant ma lentille, à gauche. Et celui-là, du coup, je l'appelle F. Voilà. Donc du coup, on a résumé en fait toutes les notions que je vous ai apportées dans la diapo d'avant en un seul schéma. Ce qui est vraiment pas mal et qu'on va voir dans la diapo suivante, c'est que tous les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique, avant de traverser la lentille, ressortent tous en se croisant en un seul point, et c'est ce qu'on a dit juste avant, en F'. Ok, c'est le point en fait où tous les rayons lumineux qui sont arrivés de l'infini, de très loin, en fait, se focalisent. Grand 4. Construction et caractéristiques de l'image. Et grand A, du coup, construction graphique de l'image d'un objet. Donc par exemple, si je prends ce stylo rouge qui est ici, c'est un objet. C'est facile, normalement, vous ne m'avez pas attendu pour le savoir. Par contre, quand je le regarde, ce stylo, et quand vous le regardez, ce que vous voyez, c'est une image. En gros, l'objet que vous avez ici vous envoie des rayons lumineux, enfin, non pas qu'il les a créés, mais toute lumière en fait, dès que vous voyez un objet, en fait, c'est qu'il est illuminé, ok ? Cet objet n'est pas une source primaire de lumière, il ne fabrique pas lui-même sa lumière, ok ? Pas comme le soleil ou une lampe, mais en gros, tous les rayons lumineux qui viennent sur cet objet et qui sont diffusés de cet objet vers mon œil, bah en fait, les rayons lumineux que je capte de l'objet me font voir une image de cet objet. En gros, les rayons lumineux qui sont arrivés dans mon œil vont former ce qu'on appelle une image, et ça, on va le construire ensemble, du coup, graphiquement. Donc, pour modéliser le trajet de la lumière à travers une lentille, je vous spoil un peu, mais aussi à travers un œil, on peut construire 3 rayons caractéristiques passant par un même point qu'on appellera B'. Il me manque un mot ici. Rajoutez-le. Voilà. Donc 3 rayons caractéristiques passant par un même point qu'on appellera B'. Donc en gros, à chaque fois qu'on a un objet, on va considérer qu'il est posé sur l'axe optique, donc le point A qui est ici, en fait on s'en occupera jamais. Mais le point B qui est ici va nous permettre de construire l'image de cet objet par rapport à une lentille que j'aurais choisie. Ça peut être mon œil, ça peut être une lentille, un verre de lunettes, n'importe quoi. On va s'intéresser du coup au premier rayon qui est le plus simple, c'est le rayon qui passe par le centre haut de la lentille et qui n'est pas dévié.
Je vais les rappeler après avec un schéma, hein, vous en faites pas. Deuxième rayon, celui qui arrive parallèlement à l'axe optique et qui émerge de la lentille du coup en passant par le foyer image qu'on a appelé F'. Et enfin le troisième rayon qui, normalement si vous avez bien construit votre schéma, va passer exactement au même point d'intersection que les deux premiers. Le rayon qui passe par le foyer objet, par le foyer objet F et qui ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Ok ? Les trois couleurs que j'utilisais, c'est pas pour rien, c'est parce que je les ai utilisées sur mon cahier et que j'ai fait les rayons dans ces couleurs-là. Voici le schéma. Donc du coup, j'ai pris mon objet AB, ok, j'ai fait une simple flèche que j'ai posée du coup sur mon axe optique. Hop, AB, A ici et B là. Du coup, je vais m'intéresser à ce point précis parce que je sais très bien que à travers la lentille, ben, vu que tous les rayons qui passent par A passent par le centre haut de la centre optique de la lentille, ben, personne ne sera dévié, donc du coup A il est quelque A', l'image de A par rapport à la lentille, il sera quelque part sur l'axe optique, ok. Donc je m'intéresse à B qui lui va me donner la position de l'objet, et j'aurais plus qu'à le relier soit par en haut, soit par en bas, à mon axe optique. Ça c'est simple. Du coup je vais prendre depuis B, cette fois-ci on s'intéresse au schéma, je prends depuis B le premier rayon, le rouge, le plus simple, celui du coup qui va passer par B, qui va ensuite franchir la lentille au point haut, au centre optique, et qui du coup par définition n'est pas dévié. Donc du coup il va continuer. En fait vous prenez votre règle, vous faites une droite qui passe par B et par O, et c'est terminé. Voilà. La difficulté, il n'y en a pas. Deuxième rayon, on se remet sur B. C'est le rayon qui va arriver parallèlement à l'axe optique. Donc on va faire un rayon qui est parallèle à mon axe optique. On s'arrête à la lentille. Ensuite on dit quoi? Qui émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Mon foyer image F' il est là. Donc j'ai plus qu'à faire le rayon qui part de la lentille vers F' et je continue. Donc déjà on a un point d'intersection ici entre le rayon rouge et vert. On va quand même faire le troisième rayon parce que c'est ce qui nous est demandé au bac. Parce qu'on vous demandera si vous prenez la spécialité. Et c'est ce qu'on demande aussi si vous allez dans n'importe quel BTS audiovisuel. Tracer les trois rayons et faire voir qu'on est graphiquement ok. On se remet sur B. Le troisième rayon, c'est le rayon qui passe par le foyer objet F et ensuite qui sort de la lentille. Alors on va s'occuper déjà avant la lentille, qui passe par B du coup, parce que c'est l'image de B, qui passe par F, donc du coup c'est la droite BF. Donc je trace la droite BF, et je m'arrête juste à l'entrée de la lentille. On lit la suite, qui sort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Bah du coup, il va falloir faire une parallèle entre l'axe optique et le point, et qui passe par le point ici où j'ai mis mon curseur sur la lentille. Donc du coup, du point de la lentille ici, je pars du coup parallèlement ensuite, ok. Et comme par hasard, les trois rayons se croisent en un seul point, ok. C'est le point de convergence de mes rayons. Du coup, j'ai trouvé B', l'image de B par rapport à la lentille. Et vu que je sais que A', l'image de A par rapport à la lentille est sur l'axe optique, bah il me suffit de tracer la flèche en fait qui va de B vers A. Enfin de B' vers l'axe optique, donc vers A'. C'est pas vraiment au programme, mais sachez que si l'image est de l'autre côté de la lentille que l'objet, on appelle ça une image réelle. Par contre, si l'objet et l'image sont du même côté de la lentille, on appelle ça une image virtuelle. Là, dans le cas que j'ai noté ici, qui est pour toute lentille mince convergente, cristallin du coup de l'œil inclus, donc l'œil fait aussi ça, hein, l'image que vous avez d'un objet est inversée. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple ce stylo rouge avec le bouchon rouge vers le haut, et ben dans votre œil, vous le voyez comme ceci. Et c'est votre cerveau en fait qui s'occupe de le remettre à l'endroit. Donc c'est ce qu'on appelle une image renversée. À l'inverse de droite, quand vous voyez la même, dans le même sens. Grand B. Grandissement. Vous imaginez en fait que ce stylo rouge qui fait environ, je sais pas combien tu fais. Ouais, tu fais 15 cm de longueur.
Ce cil rouge qui fait 15 cm de longueur, quand vous le voyez dans votre œil et qui se fixe sur votre rétine, qui est votre écran, hein, ce stylo, en tant qu'image, ne peut pas faire 15 cm, votre œil ne fait que 1 cm et demi. Pardon, il fait que 3 cm environ. Donc du coup, forcément, il y a votre image qui ne pourra pas faire les 15 cm de l'objet. Donc vous avez systématiquement un facteur de grossissement, de grandissement. C'est comme quand vous lisez par exemple un livre avec une loupe. Ce que vous voyez est bien plus gros que ce que c'est réellement. Bah, du coup, vous avez ce qu'on a appelé le grandissement. C'est la grandeur, sans unité, représentée par la lettre gamma et non pas un Y, comme vous lisez sur le diaporama. Hein. Ce qui est ici... Ah, pardon. Ce qui est ici, là, ce n'est pas un Y, c'est un gamma. Vous voyez bien que les deux caractères ne sont pas les mêmes, même s'ils sont très proches. C'est la troisième lettre de l'alphabet grec. Donc ce gamma, en fait, c'est une grandeur qu'on a inventée pour caractériser la taille de l'objet par rapport à la taille de l'image. Pardon, la taille de l'image par rapport à la taille de l'objet à travers la lentille qu'on utilise. Donc ce grandissement, ce gamma qui est sans unité, c'est parce qu'on va diviser la taille de l'image par la taille de l'objet. Ce qui va me permettre du coup d'avoir un facteur de grandissement. Si l'image est 2 fois plus grande que l'objet, bah, la fraction taille de l'image divisée par taille de l'objet sera égale à 2. Mon objet bien grandi 2 fois, parce qu'il est 2 fois plus grand. Tout ça est logique, forcément. Par contre, gamma du coup, ce qui est égal à A'B' sur AB, c'est aussi égal à OA' sur OA, soit la distance du centre optique jusqu'au point A', donc l'image du point A, divisé par la distance de votre centre optique O jusqu'à A, la position du point A de l'image, de l'objet. Ne vous trompez pas dans les appellations, c'est très, très compliqué. Donc du coup, quand vous avez votre image A'B', bah, la position de cette image par rapport à la lentille, divisé par la position de l'objet par rapport à la lentille, ça fait exactement la même valeur que la taille de l'image par la taille de l'objet. C'est totalement équivalent, et ça c'est prouvé par le théorème de Thalès que vous avez vu normalement en 3ème en maths, et que je ne vais pas démontrer du coup dans ce cours vu que ça n'a aucun intérêt pour vous. N'empêche que bon, en remarque, si je trouve un gamma qui est supérieur à 1, bah ça veut dire que dans ma fraction qui est ici, bah si ma fraction est supérieure à 1, ça veut dire que le numérateur, ce qui est au-dessus, est forcément plus grand que ce qu'il y a au dénominateur en bas. Okay, ça veut dire que la taille de l'image est forcément plus grande que la taille de l'objet. Si j'ai un grandissement de 1,5, 2 ou 10, ben c'est que mon image, elle est bien 1,5, 2 ou 10 fois plus grande que mon objet. Donc c'est normal, en fait, que l'image soit plus grande que l'objet. Par contre, si mon gamma, mon facteur de grandissement, est inférieur à 1, ça veut dire que la fraction de la taille de l'image sur la taille de l'objet est inférieure aussi à 1. Donc ça veut dire que mon dénominateur est plus grand en bas que ce qu'il y a au-dessus au numérateur. Donc la taille de l'objet est plus grande que la taille de l'image. Et c'est ce qui est le cas du coup pour toute lentille convergente, œil y compris. Grand 5. Et c'est la dernière partie qu'on fera aujourd'hui, et dans ce chapitre, modèle réduit de l'œil. Vous savez très bien du coup que l'œil c'est notre organe privilégié pour recevoir des rayons lumineux, pour voir les choses qui vous entourent et pour traiter n'importe quelle image de votre environnement. La lumière du coup entre dans l'œil par ce qu'on appelle la pupille. C'est dans l'œil le trou noir que vous avez au milieu de l'iris, ok, et qui est réglable en termes d'ouverture par l'iris du coup en fonction de la luminosité que vous avez à l'extérieur. C'est pour ça par exemple que quand vous êtes en pleine nuit, vous allumez la lumière brutalement, ben, votre œil n'est pas prêt, votre pupille est totalement dilatée, beaucoup de lumière qui rentre dans votre œil, et le premier réflexe c'est de plisser les yeux pour fermer mécaniquement et manuellement du coup le temps que l'iris se mette du coup au bon réglage. Ensuite, une fois que ça a traversé l'iris, pardon, la pupille, vous allez en fait passer par plusieurs parties transparentes comme l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée, et aussi par le cristallin qui est au milieu des deux, et qui va jouer en fait lui le rôle de lentille mince convergente. Donc c'est lui en fait qui va avoir le rôle de faire converger les rayons d'un point en un point de votre rétine.
Enfin, derrière l'humeur vitrée, on va avoir la rétine qui va jouer le rôle d'écran et qui va être vraiment un écran sphérique qui va être sur tout le pourtour intérieur de votre œil, sur tout le pourtour du fond de votre œil. Du coup, si on veut modéliser ça en physique, parce qu'on peut faire des TP sur l'œil, malgré que arracher un œil à quelqu'un a deux inconvénients, c'est que de 1, on ne pourra pas l'étudier parce que ça ne marche plus, et de 2, on ne pourra pas lui rendre à la fin. Une fois que c'est débranché quoi. Bref, on sait recréer en fait un œil en physique. Le cristallin, on peut totalement le modéliser par une lentille mince convergente, et si jamais on a la chance d'avoir du temps de le faire en TP une fois le confinement terminé, je vous le ferai voir. Donc du coup, le cristallin peut être modélisé par une lentille mince convergente, on peut le remplacer par ça. La pupille, on peut le remplacer par un diaphragme. C'est ce que vous avez en fait devant les appareils photo pour régler le taux de lumière qui va rentrer dans votre objectif. Et la rétine, on peut la modéliser par un écran, par un mur, par n'importe quoi qui va en fait stopper la lumière. Donc si vous associez en fait ces trois outils physiques, vous remplacez en fait un œil humain ou animal dans sa fonction du coup de traitement de l'image. D'ailleurs, je vais vous faire un schéma que ça, je vous distribuerai du coup une fois confinement terminé, une fois retour au lycée. Du coup, l'œil réel que vous avez au-dessus, vous avez du coup la pupille. La pupille, c'est en fait un trou, ce n'est pas une partie de l'œil. La pupille, c'est un trou, c'est l'espace que l'iris choisit de laisser. Okay. La vraie partie physique, c'est l'iris. La pupille, c'est vraiment l'ouverture qu'on choisit de laisser ou pas. Le cristallin qui est derrière, qui va du coup permettre aux rayons lumineux qui rentrent par la pupille de converger. Et ensuite la rétine qui va jouer le rôle de l'écran sur tout le pourtour en fait du fond de l'œil à l'intérieur. Donc en fait, l'œil réduit, c'est ce qu'on utilise en physique pour étudier un œil sans avoir du coup d'œil à disposition, quoi, tout simplement. C'est par quoi en fait on va remplacer, on va modéliser. C'est pour ça qu'on dit modèle de l'œil réduit. C'est par quoi on va remplacer en fait les différentes parties de l'œil, les différentes parties utiles de l'œil, du coup, sur un banc optique en TP. J'espère du coup que tout ça, ça vous aura plu, parce que le chapitre va se terminer là-dessus. Je vous donne du coup plus d'exos que la dernière fois, je m'en excuse, mais il y a pas mal de notions à travailler là sur cette partie. Donc du coup, l'exercice que vous avez à réaliser. Vous avez le 17, page 198, qui se fait assez rapidement. Il n'est pas trop long, ok. Le 25 et 32 qui sont vraiment, qui s'apparentent vraiment à la construction géométrique, à voir s'il y a une erreur, voir un schéma déjà fait, voir s'il y a une erreur. Et l'autre, c'est du coup avoir à faire un schéma et trouver l'emplacement de l'image. Et le 44 qui va vraiment prendre toutes vos notions dans un même exercice et vous faire appel du coup à différentes parties du cours afin de bien voir si vous avez compris l'entièreté de votre leçon. Du coup, je vais jusqu'à jeudi pour traiter ces exos-là. Ils ne sont pas à rendre, bien entendu. Par contre, du coup, jeudi, la vidéo se consacrera uniquement à la correction des exercices que je vous ai donnés dans la partie 1, qu'on n'a pas fait aujourd'hui. La vidéo est déjà assez longue. Et la partie 2, du coup, que je vous ai donnée présentement. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite du coup une bonne semaine, un bon travail jusqu'à jeudi. Et bien entendu, comme d'habitude, respectez les consignes du gouvernement, restez confinés, ne sortez qu'en cas de nécessité. Restez en sécurité chez vous. A plus!